à côté du bar, à côté de la zone cashless. Vous déposez votre éco-cup et l'association Étincelle va récupérer 7 €. C'est une association qui accompagne des femmes et des hommes atteints ou en rémission d'un cancer à travers des soins de support. Et leur stand est à proximité du bar, vous pouvez les rencontrer, les filles sont là, elles sont super sympas, vous pouvez discuter avec elles. Il y a un objectif de valorisation des déchets également sur ce festival engagé, c'est une priorité du festival, hein. Voilà pourquoi nous nous sommes rapprochés de l'association Poston, dont la mission est de valoriser les biodéchets sur le festival, en mettant en place des camps de récolte, en formant la Green Team sur le festival, en récoltant les biodéchets pour les valoriser dans leur ferme urbaine collaborative. Et puis rien n'est gâché avec Deliveroo. Le festival récolte les plats invendus par les food trucks présents sur le village afin de les donner aux sans-abri avec Deliveroo. Voilà quelques-uns des aspects du côté engagé de ce festival. On aura l'occasion d'en reparler tout au long du festival ici sur le village du voyage. Et puis je vous parlais à l'instant des food trucks. Il est midi presque 5 maintenant. J'imagine que vous avez faim. Nous avons une zone des food trucks. Donc quand vous avancez en direction de la petite ferme, tout au fond devant le château d'eau, vous tournez à gauche et tous les food trucks sont là bien avant. On va le faire. Un droit à une pour la pizza. Non, alors ce que c'est, on commence voilà, sans mobile. Mais qu'est-ce qui fait qu'on trouve que c'est de la musique? C'est parce que même si on n'a pas tout analysé, on sent ces rythmes, ces choses-là. Quand je me suis pointé en Birmanie, je suis allé dans un moment, j'entends un orchestre. Mais t'as l'impression que les mecs ils sont en train de s'accorder. Chacun fait son truc, mais avec mon oreille d'occidental, c'est n'importe quoi. Ils me font rentrer, le contact s'établit comme toujours, etc. Ben, j'ai compris que c'était vraiment de la musique, uniquement à une chose, c'est qu'à un moment ils se sont tous arrêtés en même temps. Mais oui, parce que c'est tellement loin de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il n'y a pas un truc qui est harmonieux à nos oreilles. Je veux dire, les accords majeurs, accords mineurs, c'est vachement cadré. Et ben eux, ils ont d'autres codes musicaux que je connaissais pas du tout, avec des instruments que j'avais jamais vus, dont un instrument où le mec il est dedans. Ça c'est génial. Oui, c'est un cylindre comme ça, qui est haut comme ça, le mec il est debout là-dedans, et il y a des trucs tout autour. Alors c'est plutôt des percussions, et autour, voilà, bah, c'est différent. Et parce que bah, la Birmanie, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Et bah, du coup, ils ont vachement conservé leur musique et peu influencés par la musique mondiale. Parce que Christophe nous parlait de la musique. Quand je suis allé au Pérou, c'était pas la première fois. La première fois, c'était en 83. Mais j'y suis allé en 88. Et il y avait un photographe qui était venu avec nous.
Et à un moment, on était dans un bar et je pensais que ça serait plus différent, etc. Là, on est en train d'écouter la même musique que chez nous. Mais c'était pas de la musique que chez nous qu'on écoutait, c'était de la musique d'Australie. Mais l'autre, il était tellement... cette espèce de mondialisation culturelle était déjà tellement avancée sur la musique qu'on disait la musique de chez nous pour parler de la musique d'Australie. Et ben, il était au Pérou, il pensait qu'il allait entendre que de la flûte de pan. Il y en avait, c'est la musique traditionnelle. Et les Péruviens, comme les Français, ben, nous on écoute tellement labouré. Hein. Pourtant c'est de chez nous, c'est ça la musique française. Non, il n'y a pas que ça, mais la musique classique et tout ce que tu veux. Mais quand on écoute plein de trucs anglais, ben, rock'n'roll, c'est pas de chez nous au départ. Voilà. Et donc, aller en Corée du Nord, avec vraiment une vraie fermeture, ça peut être exceptionnel. Pour moi, c'est le pays où je veux rester. J'espère que j'irai, ça ne vaut pas se voir. Et pour finir, à la station spatiale, quoi. Pour finir, là. Ouais, mais je voulais, mais... plaisante. Alors là, je vais te dire, c'est plutôt mon petit geste écolo. Parce que ça, c'est un gabegie de pognon. Alors autant là, c'était l'ISS pour de la recherche, c'est autre chose. Mais moi, je suis désolé, quand on s'extasie pour Elon Musk, je dis ça. Parce que, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Effectivement, il se sert de tout ça. Qu'est-ce qu'il va leur apporter avec le pognon? C'est les touristes dans l'espace. Et ben, on va encore aller franchir une étape dans la dépense inutile pour faire plaisir à des gens. Oui, mais sauf que, je veux dire, l'air qu'on respire, il est super. Moi, je suis très très opposé à ça. Et il faut le dire. Il faut arrêter d'en parler. Il a envoyé sa bagnole dans l'espace. On s'en fout. Il faut même pas en parler. Il faut qu'il ait honte, le mec. Et sinon, oui. combien de kilomètres par jour tu fais à pied? Alors à pied, je me suis cassé la cheville au mois de janvier en Afrique, pendant un épisode. Et, mais je fais pas énormément de kilomètres par jour. Ah bon, non, moi je l'avoue, je fais du concert. Parce que je fais beaucoup de choses en peu de temps. Et, mais je ne vais pas dans l'espace. Je milite contre. Voilà. Moi, il y a... hein? Tu sais, je vais dire, on a... Non, moi non. Je peux pas qu'on le fasse. Mais moi, tant que je peux foncer, je fonce parce qu'on n'a qu'une vie. Et là, je vais refaire encore de la pub pour mon bouquin. Je gagne 30 centimes à chaque bouquin vendu. Bien. C'est pas pour le pognon que je vous en parle. Mais, parce que si j'arrive à en vendre un, on le prend, laissez tomber. Il est pas mal. Non, il n'est pas pourri, mais il est moins intéressant que l'autre. Il y a les épisodes ratés. Et je ne sais plus de quoi je parle dans le bouquin maintenant. Quand tu me donnes les idées. Mais non, mais j'étais en train de dire quelque chose, j'ai oublié. Oui, et ben voilà, dans ce bouquin, si vous voyez le nombre de choses que j'ai fait dans ma vie, et ben, il n'y a qu'en allant vite et en essayant de ne pas faire deux fois la même chose. Alors, je peux vous donner quelques trucs rapidement. Comme ça, c'est d'ailleurs des choses que peu de gens savent. J'ai plongé en sous-marin 5000 mètres de fond avec l'Ifremer pour un reportage pour Thalassa. 8 heures dans le petit sous-marin jaune qui s'appelle le Nautilus. L'habitacle, c'est une boule de 2 mètres de diamètre. On est 3 là-dedans. 2 couchés, le pilote, le passager, moi, et le copilote qui est assis. Et tu descends, enfin, moi c'était une plongée de 8 heures, il y a peut-être des plongées plus longues. 2 heures pour descendre au fond de la mer. Et au fond de la mer, tu as des huplots. C'est un sous-marin, c'est pas comme les sous-marins militaires. Ça descend beaucoup plus bas, mais tu vois ce qui se passe. Il y a 2 bras pour aller faire des trucs dehors. Et donc tu fais ça. Et puis après 4 heures au fond de la mer à se balader, à filmer, à faire des mesures et des machins, 2 heures pour remonter. Ça, c'est un truc que j'ai fait. Je descendais des gouffres de glace au Groenland. Tu descends comme ça, dans une cavité qui fait 200 mètres de profondeur. Moi, je suis descendu à 6 mois, je sais pas bien. Tu es à des endroits où tu te dis, l'homme, c'est pas sa place. Donc tu es avec des mecs qui font ça, qui ont l'habitude. Moi, j'avais jamais fait. T'as la trouille. Mais tu fais un truc extraordinaire. J'ai fait 4 expéditions avec le radeau des cimes. Le radeau des cimes, c'est un dirigeable de 35 mètres de long,
c'est-à-dire plus grand que ce qui était le hier avant. T'as été greffé? Même pas. J'espère pas. Non, mais c'est un rapport suisse. Et donc, quand le Goodyear qui survolait Paris, je ne sais pas si vous avez vu ça, il était plus petit que l'autre dirigeable. Et bien il emmène une plateforme de 600 mètres carrés, il la pose sur les arbres. C'est un filet avec des boudins gonflés. Ben, tu veux te balader là-dessus, ça permet aux chercheurs d'étudier les dernières branches, là où il y a les feuilles des arbres. Ce que tu ne peux jamais faire en montant dans un arbre. Bon, ben, j'ai fait 4 expéditions avec eux, j'ai dormi sur ce truc-là, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai fait plein comme ça. Je suis descendu dans un volcan pour aller chercher de la lave. Zelfib. Je peux vous dire, c'est une expédition, on a dormi dans le volcan avec des masques à gaz. Oui, parce qu'il fallait descendre, c'était casse-gueule. On a tendu un câble, une cordelette toute fine en Kevlar, sur 600 mètres. On allait chercher, mettre une poulie au milieu et aller chercher de la lave 400 mètres plus bas. Il y avait bon, des trucs comme ça, j'en ai fait plein. Et ça représente qu'une petite période de ma vie. J'irai dormir chez vous, ça va faire quasi 20 ans. Ah oui, c'est ça. Ouais. J'ai commencé, j'avais 44 ans. Et puis après, je suis allé à quoi. Avant, j'ai fait le reportage de guerre. À Beyrouth, en Irak. Non. Et si j'étais allé lentement, tranquille, j'en aurais pas fait autant. Et oui, mais c'est un choix. Je me laisse. Non, moi j'ai voulu en profiter. Tant que je peux en profiter, je fais ça. À un moment, je pourrais plus marcher. Parce que ça te donne un peu, je sais pas, d'adrénaline. Parce que c'est varié. Besoin que ça bouge. Et oui, c'est varié. Tu n'aurais pas envie de faire des voyages avec Je l'ai emmené à Cuba. Ouais. On a reloué un petit scooter, c'est 49,9 là. Le mec il dit, il ne sortait pas de la Havane. On a enquillé l'autoroute. On a enquillé l'autoroute à 50 à l'heure, mais il n'y a pas de voiture. Donc, non, c'était marrant. Non, non, sincèrement, je profite tant que je peux. La fille elle est comme toi ou elle est... Non, non, elle est bien plus calme. Ouais, et là, je vais carrément quasi obligé. On était à La Ciotat le week-end dernier et j'ai un copain qui vient, qui est 7e continent, on en a parlé avec quelqu'un hier, c'est sur civilisation, sur le plastique, etc. Il y a un gros voilier, il était à La Ciotat, il revenait à 7, comme elle est à Montpellier. Il a fallu que je la pourrisse pour qu'elle fasse 2 jours de bateau et après elle m'a dit c'était génial. Et elle pas le... Je fais le papa, non, c'est pas grave, bien sûr. Ah mais de toute façon, ça j'ai dit plein de fois aussi, moi, si quelqu'un a envie d'être tranquille et qu'il y arrive et qu'il est content, il a complètement réussi sa vie. Eh oui. Et je dirais même plus il y en a qui ont envie de faire ça, mieux ça m'arrange. Eh oui, parce que si on est 5 à vouloir faire le même truc, c'est plus dur. Donc si on est 1000, c'est beaucoup plus dur. Non mais c'est vrai. Et ça, c'est ce qui m'a toujours poussé à prendre des chemins de traverse, à faire des trucs différents. Par exemple, quand j'avais en 87, j'avais 28 ans, j'ai voulu faire une expédition. Tu sais, il y avait plein d'expéditions. Il y avait l'émission de Hulot, puis il y avait les carnets d'aventure. Les carnets d'aventure passaient des films de mecs qui faisaient des expés. Moi, j'avais pas de sous, pas de. Enfin bon, j'étais pas le mieux placé. Et j'ai fait une expédition dans le métro parisien, mais une parodie. Mais c'est passé sur TF1. On attendait ça avec un caméscope 8 mm vidéo, là. Une image dégueulasse. Et on est parti, on a fait le tour de Paris sur les voies. Alors, c'est interdit déjà, on n'avait pas le droit. On faisait ça la nuit quand c'était fermé. On avait sac à dos, lampe frontale et on faisait parodie d'expédition. Bivouac dans la station Champ de Mars qui est fermée depuis la guerre. Dégueulasse. On a fait cuire des saucisses, on a fait un petit film marrant. Et ben, malgré l'image dégueulasse, le fait qu'on n'avait pas le droit de le faire, hyper dangereux, je le déconseille. Hein. Tu touches le rail du milieu et tu grilles tout de suite. Hein. Ça fait une lumière bleue, t'es mort. Non, je te jure. C'est très très dangereux. Après, j'avais un testeur. J'avais mis les trucs du testeur au bout de grands bâtons.
pour aller voir combien il y avait. J'ai mesuré 765 volts, courant continu, et j'ai failli mourir. Parce que ça marquait 0, j'ai failli dire, bon, il n'y a pas de jus. Je dis, tu ne prends jamais de risque. À considérer. Et en fait, j'avais même réglé le truc. Et là, j'aurais fait, je te jure, j'ai vu une vidéo d'un mec qui attrape une caténaire. Je te jure, c'est... Le gars, il tombe, il est sur le toit d'un wagon, et ses cheveux prennent feu tellement il a brûlé. Oui, c'est long. Tellement il est monté en température. Juste, tchac. Bref, n'allez pas dans le métro sur les voies, c'est hyper dangereux. C'est fini. Et alors, malgré l'image dégueulasse et tout ça? Eh ben, je l'ai vendu à TF1. Voilà. J'ai vendu à TF1 dans une émission qui s'appelait Sirocco. Quelqu'un se rappelle de ça? Ça n'a pas duré très longtemps. Sirocco. C'était le soir, sponsorisé. C'était un truc de voyage et tout, sponsorisé par tout salon. Les canapés, on aurait pensé que ça aurait été les godasses ou les courbes, je ne sais rien. Le vieux campeur, non, tout salon. C'est pas complètement antinomique. Bah oui, voyager à travers son salon. Ouais, bah, c'est ce que me disent les gens souvent sur les messages. C'est le placement de produit. Bonjour les auditeurs. Voilà. Non, t'inquiète pas, j'ai vu. Tu ne veux pas t'emmerder alors que moi je fais tout le monde. Eh ben merci Antoine. Eh ben merci. Quelle générosité. Eh ben, demain même heure. Régalé. Et oui, demain, 11h30. Eh, vous n'avez pas un micro, je ne sais pas où j'ai travaillé là. Comment? Un micro, je ne sais pas où j'ai travaillé. Ah, Mais pas un truc fort, hein. Un mégaphone de la police. demain après-demain. Merci. Pour l'instant, non. C'est compliqué, ça, c'est vrai. Ouais, mais c'était bien, c'était marrant. C'est vraiment. Il est trop connu. Oui, mais justement, ça va te permettre de faire un autre truc. Merci. Bah, Merci. Merci beaucoup. À demain peut-être. Merci. Au revoir. Merci.